On peut commencer et je voudrais commencer par des remerciements. Je voudrais vous remercier tous d'être présents pour l'événement de lancement du numéro 122 de la revue internationale et stratégique, dont le dossier principal est consacré, comme vous le voyez, à la question de l'Europe géopolitique. Nous aurons un échange ce soir avec quelques-uns des auteurs qui ont contribué à cette revue sur la présidence française de l'Union européenne qui aura lieu au premier semestre 2022. Donc, notre échange portera ce soir sur les enjeux de cette présidence française, car c'est dans cette perspective que Maxime Lefebvre et moi-même, nous sommes placés pour construire cette revue. Alors, en effet, que la France s'apprête à prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union, il ne nous semblait pas inutile de revenir sur les développements, les résultats, mais aussi les limites de cette Europe qui se veut de plus en plus un acteur géopolitique. Et de cette autonomie stratégique européenne que la France appelle de ses voeux. Vous trouverez du coup dans la revue un certain nombre d'articles sur cette notion d'autonomie stratégique, sur le contexte géopolitique dans lequel s'inscrit l'Europe, sur les avancées en matière de défense, sur la limite de la politique migratoire, une réflexion sur les implications géopolitiques du plan de relance, des considérations sur les lacunes démocratiques du projet européen, et puis un grand entretien avec le philosophe Luc Van Middelaar qui nous invite à prendre un peu de recul et nous offre de la perspective sur cette tournant dans l'histoire de l'Union européenne. Pour en revenir à la présidence française de l'Union, qui commencera donc au 1er janvier 2022, les priorités sont globalement connues, s'articulent dans un triptyque, relance, puissance, appartenance. Et malgré les limites qui sont bien connues de la présidence tournante, il y a probablement pour la présidence française une opportunité de pousser ces problématiques d'autonomie stratégique européenne, alors même que la France va devoir conclure le processus de la boussole stratégique qui a pour objectif de rehausser l'ambition stratégique et militaire de l'Union européenne, que dans le même période de temps, la France va devoir aussi faire une synthèse de la conférence sur le futur de l'Europe qui a été lancée dans une relative indifférence en mai dernier, qui s'achèvera en mai 2022. Et du coup, la question qui se pose, me semble-t-il, au sujet de cette présidence française, c'est dans quelle mesure et comment la France peut être force d'entraînement sur cette question de l'autonomie stratégique européenne sans écraser ses partenaires européens. Alors, pour mener cette discussion, j'ai une très grande chance, celle d'être entouré de 3 intervenants de très haut niveau. Tout d'abord, Madame Sylvie Berman, vous êtes ambassadrice de France, vous avez été successivement en poste en Chine, au Royaume-Uni, puis en Russie. Vous avez été à chaque fois la première femme à occuper ces postes, ce qui pour le père d'une petite fille de 3 ans est, je trouve, un très beau message. Et vous êtes aujourd'hui présidente du conseil d'administration de l'IHEDN. Vous avez notamment publié récemment un ouvrage Goodbye Britannia dans lequel vous revenez sur cet épisode du Brexit que vous avez vécu, disons, de plein pied. Et vous êtes dans cette revue l'auteur d'un article sur la place de l'Union dans la compétition des grandes puissances au niveau international. À vos côtés, virtuellement, se trouve Frédéric Moreau, avocat au barreau de Bruxelles, après une carrière au Sénat. Frédéric, vous êtes spécialiste des questions de défense européenne. Vous avez commis plusieurs rapports de référence pour le Parlement européen, mais aussi pour la Commission, notamment sur la question du Fonds européen de défense, de ses enjeux présents et à venir. Vous avez publié également un ouvrage, un plaidoyer pour la création de l'armée européenne, et vous êtes l'auteur dans cette revue d'un article dans lequel vous faites le point sur les avancées justement de la défense européenne depuis 2016. Enfin, Maxime Lefebvre,
Vous êtes également diplomate, vous êtes aussi professeur à Sciences Po et à l'ESCP. Vous êtes spécialiste des questions de politique étrangère européenne et française et des enjeux de géopolitique européenne. Vous êtes docteur en sciences politiques avec une thèse, si je ne me trompe, sur la question de la puissance européenne. Et l'auteur de nombreux livres sur les questions de politique étrangère. Vous avez, sur cette revue, j'ai eu le plaisir, disons, de co-diriger avec vous cette revue. Et je voudrais vous remercier de la qualité de la coopération que nous avons eue. Et nous avons, vous et moi, co-signé deux articles, dont l'un qui explore la notion d'autonomie stratégique européenne. Donc, je voudrais vous remercier tous les trois de votre participation ce soir à cet événement de lancement. Vous trouverez, chers spectateurs, un lien dans les questions et réponses pour pouvoir commander ce volume de la revue internationale et stratégique, et vous aurez la possibilité également d'adresser les questions que vous souhaiteriez poser aux panélistes et que je reproduirai dans le cours de ce panel. Mais j'ai suffisamment parlé comme ça et je vais me retourner vers vous, chers panélistes, et je voudrais, peut-être avant de rentrer sur les enjeux propres à la présidence française, vous interroger sur le contexte dans lequel cette présidence française, dans lequel ce projet d'Europe géopolitique, ce projet d'autonomie stratégique européenne s'inscrit. Je voudrais d'abord me tourner vers vous, Madame Berman, Madame l'ambassadrice, et vous demander pourquoi, à votre avis, cette question de la Commission géopolitique, de l'Europe géopolitique, s'est imposée au centre du débat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une Europe géopolitique? La question s'est posée parce que nous sommes face à un contexte qui n'est pas totalement nouveau, révélé par le Covid, mais la déclaration de Mme von der Leyen était antérieure, de conflits entre les États-Unis et la Chine, et ça va être le facteur déterminant, je ne vais pas dire structurant, parce qu'au contraire, ça contribue un petit peu à déstructurer l'ordre international, mais si l'Union européenne veut exister, elle n'a pas le choix et elle doit être géopolitique. Ce qui est intéressant, c'est que la déclaration de Mme von der Leyen n'a suscité aucune réaction négative, ni de la part des États, qui sont souvent réticents, ni de la part des autres institutions du Conseil. Parce qu'à l'époque où j'étais ambassadrice au COPS, on se battait toujours contre la tentative de la Commission de s'ingérer dans ces affaires. Donc je pense qu'il y a une maturation des esprits. Les Européens sont très méfiants par rapport à la puissance, même par rapport à la notion de souveraineté qui est difficile à définir, la notion d'autonomie, mais ils sont bien conscients de ce changement, alors que la Chine, on n'en parlait pas il y a 20 ans, c'est un pays éloigné, exotique, personne n'a prêté attention à sa montée en puissance. Les États-Unis, de manière assez pavlovienne, les Européens suivaient plus ou moins la ligne de Washington. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas simplement se rallier à une croisade, à une guerre froide, et que l'Union européenne a intérêt à défendre ses intérêts. Et dans tous les domaines, parce qu'on parle effectivement de boussole stratégique, on parle de défense européenne, ce qui est effectivement important, et j'ai connu les débuts de la défense européenne à Bruxelles, mais ce n'est pas que ça, parce que finalement la puissance de l'Union européenne, c'est le fait qu'elle est le premier bloc commercial au monde et qu'elle a une puissance normative, elle a une puissance également dans les négociations commerciales. Elle devrait l'avoir sur les questions technologiques, même si on est en retard. Mais je crois que ça doit être, cette notion de géopolitique doit devenir aujourd'hui multidimensionnelle. Merci beaucoup. Est-ce que je peux continuer à vous interroger justement sur… il me semble qu'il y a… est-ce que… parce que vous évoquez
le duel sino-américain comme événement, comme tendance structurante ou déstructurante des relations internationales sur le long terme, mais est-ce que sur le contexte géopolitique dans lequel l'Union s'inscrit, n'est-il pas marqué aussi par un certain nombre d'instabilités, par un certain nombre de facteurs qui vous semblent être de nature à justifier la mise en place d'une telle approche? À l'extérieur, en dehors de cette rivalité, c'est bien sûr tous les risques en matière de terrorisme, d'immigration, toutes les menaces hybrides auxquelles il faut faire face. Et puis, il ne faut pas se le cacher non plus, on est dans une crise des démocraties représentatives. Bon, le Royaume-Uni est parti, mais c'était un petit peu la première crise de ce type. Il y a le problème de la Pologne, de la Hongrie. Et c'est très difficile, en fait, de donner des leçons au reste du monde quand soi-même on fait face à un certain nombre de difficultés et de faiblesses. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces premiers éléments tout à fait éclairants sur le contexte dans lequel effectivement s'inscrit cette montée en puissance de l'Europe comme acteur géopolitique. Je voudrais maintenant me tourner vers Maxime Lefebvre et Maxime, je voudrais vous demander, vous interroger sur le bilan de la commission géopolitique. Et je pense que ce bilan, il est particulièrement important parce que, comme Madame Berman le faisait remarquer, cette volonté de s'affirmer comme acteur géopolitique, cette volonté a été prise à bras-le-corps par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et que nous sommes à quelques semaines de son deuxième discours sur l'état de l'Union et qu'elle ne manquera certainement pas de revenir sur son bilan en la matière. Alors, je voudrais vous interroger sur votre regard sur ce bilan de la Commission géopolitique et de l'Europe géopolitique, peut-être plus largement. Oui, merci beaucoup, Édouard. Et puis d'abord, bon, merci aussi pour notre coopération, puisque comme vous le rappeliez, on a co-signé deux articles ensemble dans ce numéro. L'un sur en fait une introduction au dossier sur l'Europe géopolitique et un autre plus précisément sur la notion d'autonomie stratégique qui s'est imposée dans le langage et dans l'action européenne. Alors, j'embraye un peu sur ce que vient de dire Sylvie Berman, c'est-à-dire que on est dans un agenda externe de pression extérieure, de retour des rivalités de puissance. Et comme le dit souvent Clément Beaune, notre secrétaire d'État aux Affaires européennes, il dit il ne faut pas qu'on abandonne la grammaire de la coopération, mais il faut qu'on se convertisse au logiciel de la puissance. Et le problème de l'Europe, c'est ça, c'est qu'elle a voulu, en quelque sorte, être l'accomplissement d'une fin de l'histoire, à la fin de la guerre froide. Et elle découvre que le monde n'est pas un monde pacifié où tout va bien, le monde des bisounours, comme dit parfois Hubert Védrine, et qu'en fait, on est dans un monde où il faut pratiquer le rapport de force, penser, agir politiquement, géopolitiquement. Et ça, effectivement, c'est bien ce qui était à l'esprit de Ursula von der Leyen quand elle a parlé de commission géopolitique. Mais il faut quand même dire, bon, on n'est qu'à un an et demi après la prise de fonction de la Commission, et c'est probablement encore un peu tôt pour tirer des bilans. D'abord, il faut constater que la Commission n'est pas la seule à faire de la géopolitique, puisque vous savez que dans le système européen, c'est un système complexe. On a aussi un président du Conseil européen. Le Conseil européen joue un rôle majeur. Le Conseil européen, ça exprime les chefs d'État et de gouvernement, donc une espèce de chef d'État collectif. On a aussi un haut représentant, Joseph Borrell, qui est à la tête du service diplomatique européen, le service européen d'action extérieure, qui est aussi par ailleurs vice-président de la Commission européenne. Et puis, voilà, donc on a une constellation complexe. Et là-dedans, la Commission, il faut d'abord constater que Mme von der Leyen n'a pas réutilisé son concept d'Europe géopolitique, par exemple, dans son premier discours sur l'état de l'Union. Elle a fait une espèce de catalogue de tout ce que la Commission faisait, mais elle n'a pas tellement réélaboré sur ce sujet-là. C'est plutôt
le haut représentant, le Conseil européen, avec le président Charles Michel qui a beaucoup parlé d'autonomie stratégique, et le haut représentant et le président du Conseil européen qui effectivement portent un peu ces concepts-là, mais Mme von der Leyen est plus discrète. Par exemple, Mme von der Leyen n'a pas non plus repris à son compte le concept de souveraineté européenne qu'avait approuvé Jean-Claude Juncker, son prédécesseur, dans la suite du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Donc, on y reviendra, je pense, un paysage qui n'est pas complètement consolidé au niveau des concepts, des slogans. Et donc, ça montre aussi probablement que le projet est un petit peu flou sur ce que veut vraiment faire l'Europe, jusqu'où elle est prête à être autonome, par exemple. Voilà. Alors, en même temps, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an et demi? Bon, on a un tournant des relations avec la Chine qui n'avait pas commencé avec Mme von der Leyen, puisque la communication de la Commission qui parlait de rival systémique, elle date de mars-avril 2019. D'ailleurs, vous savez que l'OTAN a récemment parlé d'un défi systémique pour la Chine, mais en fait, elle a utilisé cette expression 1 an et demi après, ou même 2 ans après, la Commission européenne. Donc la Commission était un petit peu avant-gardiste sur ce sujet. Mais évidemment, ce tournant, il date de Trump, il date peut-être même d'Obama, il est poursuivi par Joe Biden. Donc on a un durcissement avec la Chine, ça c'est clair. On a évidemment tout le contexte de la pandémie de Covid-19, dans lequel la Commission a mis en avant une notion un peu nouvelle d'autonomie stratégique. On y reviendra sur la réduction des dépendances stratégiques, la réindustrialisation. Donc il y a tout un travail là-dessus, de nouvelles politiques industrielles, notamment avec Thierry Breton, que la Commission a vraiment mené et dans lequel elle a été leader. Et évidemment, elle est portée, elle est suivie par les États membres. Et puis on a enfin un contexte de réalignement transatlantique depuis l'élection de Joe Biden, qui évidemment tourne le dos à la politique des années Trump, mais qui pose aussi un problème pour l'Europe, parce que, évidemment, dès lors que la relation transatlantique, le réflexe transatlantique se réactive, on voit bien que c'est plus compliqué aussi pour les Européens d'affirmer une autonomie stratégique dans les questions de sécurité, de défense. Ce n'est pas toujours évident de se mettre d'accord là-dessus. Et en tout cas, il n'y a certainement pas une unité européenne pour dire que, par exemple, cette autonomie stratégique devrait se construire contre les États-Unis ou contre l'OTAN. C'est évidemment quelque chose qui est conçu comme complémentaire, mais on voit bien que le discours sur l'autonomie stratégique, il faudra regarder un petit peu comment ça se développe dans les prochains mois, mais on voit un certain bémol, si vous voulez, depuis 6 mois. Voilà, donc c'est pour vous dire que le bilan, effectivement, il y a un bilan, indiscutablement, mais que c'est complexe au niveau de l'organisation institutionnelle. Et par ailleurs, il faudra voir effectivement jusqu'où l'Europe est prête à s'affirmer géopolitiquement, comme son environnement stratégique l'oblige à le faire. Et juste avant de passer la parole à Frédéric Moreau, vous avez évoqué effectivement donc, le bilan de cette commission géopolitique. Vous avez souligné également le fait que la commission n'était pas la seule à faire de la géopolitique. Effectivement, on a le président du Conseil européen, on a le HRVP, et on sait que la multiplication de ces acteurs a pu provoquer un certain nombre de couacs. On peut penser au Sofagate, en Turquie. On peut penser aussi à la gestion de la visite du haut représentant à Moscou et des réactions, disons, contrastées de certains États membres. Quel regard est-ce que vous avez sur cette, disons, archipélisation de la géopolitique européenne? Bon, je pense qu'il ne faut pas trop s'arrêter, si vous voulez, à des couacs au niveau de l'image. C'est vrai que bon, ça fait du tort à l'Union européenne, ça fait du tort à Mme von der Leyen, le Sofagate, ça fait du tort à Joseph Borrell, ce qui s'est passé à Moscou. Mais en même temps, ce qu'il faut regarder, c'est quelle politique on mène derrière, pour faire quoi. Est-ce qu'il faut parler ou pas avec la Russie? C'est un débat complexe depuis la crise ukrainienne, donc en 2014. Il n'y a plus de sommet, il n'y a plus de dialogue entre l'Union européenne et la Russie. L'Union européenne n'est qu'une machine à sanctionner la Russie. Donc aujourd'hui, vous savez que la France et l'Allemagne ont proposé récemment
de refaire des sommets avec M. Poutine, au moins pour se parler. Donc, si vous voulez, il ne faut pas critiquer le fait d'aller parler aux Russes. Le tout, c'est de le faire évidemment sur la base d'une position qui est arrêtée, de position ferme, mais aussi de possibilité de dialoguer et de coopérer. Pour le Sofagate, bon, c'était sans doute effectivement une humiliation. Est-ce qu'elle a vraiment été voulue ou est-ce que c'est un couac du protocole? Bon, les historiens le diront, mais on a une relation complexe avec la Turquie, pas seulement la Chine, pas seulement la Russie. On a parlé de la Chine avec la Russie, c'est complexe aussi avec la Turquie. Néanmoins, ce qu'on constate aussi, c'est que depuis l'élection de Joe Biden, la relation avec la Turquie a tendance un petit peu à s'apaiser par rapport à tous les conflits qui ont pu avoir lieu, y compris en 2020, les conflits à propos de la Méditerranée orientale. Donc, on est plutôt, malgré la complexité des acteurs, moi je trouve qu'on est plutôt dans un domaine où on arrive à faire preuve d'une relative unité et où on arrive à faire bouger les lignes vers plus d'autonomie stratégique, mais encore faut-il savoir ce qu'on met réellement sous ces termes, et on y reviendra tout à l'heure. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et je me tourne maintenant vers Frédéric Moreau. Alors justement, Sylvie Berman l'évoquait tout à l'heure, au centre de cette notion d'autonomie stratégique, il y a quand même les questions de défense. Et le concept même d'autonomie stratégique vient de la pensée stratégique, de la pensée, de la pensée militaire française même. Et on a vu ces dernières années un certain nombre d'initiatives dans ce domaine au niveau de l'Union européenne. Et la question que j'avais envie de vous poser, Frédéric Moreau, c'est est-ce qu'il s'agit d'un vrai virage dans l'histoire européenne ou est-ce que ces initiatives sont en fait un faux semblant et qu'on n'avance pas véritablement sur ces questions? Oui, merci de me poser cette question. Effectivement, je vous donnerai 3 éléments de réponse. Le premier, c'est qu'effectivement, depuis 2017, il y a eu pléthore d'initiatives en matière de défense. On peut les classer en 3 catégories: communautaires, conjointes et résultant des États membres. Je ne vais pas les détailler parce que c'est une incitation à lire ce qu'il y a dans la revue. Mais simplement, ce sont clairement les initiatives d'ordre communautaire qui, comme le dit Jean-Pierre Molny, tirent la charrue. Et depuis cette période de la présidence Juncker, il n'y en a plus. Ce qui n'est pas nécessairement une critique parce qu'il faut quand même gérer l'existant. Il y a eu 10 initiatives en tout, majeures. Ce n'est pas rien. Voilà, simplement pour dire que même les plus prometteuses d'entre elles, personnellement, je ne crois absolument pas dans la coopération structurée permanente telle qu'elle a été mise en œuvre. Je pourrais y revenir s'il y a des questions sur ce sujet, mais les 2 plus prometteuses sont, selon moi, le Fonds européen de défense et la boussole stratégique. Pour l'instant, ce ne sont que des promesses. On est très loin d'avoir une capacité opérationnelle telle que définie à l'article 42 du traité sur l'Union européenne. Donc, je serai très prudent. Ça marque une renaissance, effectivement, comme le dit Julian Haworth, un redux, mais on est très loin d'avoir généré quelque chose. Deuxième observation, nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment que je qualifierais de bascule devant. Le facteur le plus important de tous les facteurs qui avaient poussé à cette renaissance de l'idée de défense européenne, à savoir le facteur T comme Trump, a disparu. Et est arrivé le facteur B, Biden, et du coup les Européens sont dans un entre-deux, ils ne savent pas trop quoi penser. Est-ce qu'on va revenir au statu quo ante ou est-ce que, après tout, on n'est pas à la merci de nouveau d'une bascule devant? Témoin de cette incertitude des Européens, le brouillard sémantique, je serais même tenté de dire la bouillie sémantique, qui entoure désormais les notions d'autonomie stratégique et de souveraineté européenne. En tant que juriste, je suis très gêné par ça parce que les juristes aiment bien mettre un sens derrière les mots et ce sens doit être précis. L'autonomie stratégique, c'est au moins on peut mettre 3 choses derrière ça et au moins 2 contre-feux. Il y a l'autonomie stratégique originale, celle que vous évoquiez, Édouard Simon, c'est-à-dire celle du livre blanc de la défense nationale en 1994, qui a été reprise à Saint-Malo en 1998. J'invite au demeurant les spectateurs à relire la déclaration de Saint-Malo. Il n'y a pas de meilleure définition, selon moi, de l'autonomie stratégique que dans la déclaration de Saint-Malo. C'est la capacité pour l'Union de gérer des crises internationales dans son voisinage sans le secours des Américains.
Donc, c'est une forme très limitée et totalement compatible avec l'OTAN d'indépendance militaire. La deuxième autonomie stratégique, c'est l'autonomie stratégique que je qualifierais d'intégrale. C'est celle mise en avant dans la Commission en juin 2013, la Commission européenne, et par le Conseil européen en 2013, puis dans la stratégie globale en 2016. Et là, les choses deviennent un peu plus floues. C'est non plus seulement à l'extérieur de l'Union, mais aussi à l'intérieur. C'est avec les Américains si nécessaire, mais tout seul si possible. Les choses deviennent plus floues et ça a une forte connotation industrielle. La troisième stratégie, autonomie stratégique, c'est celle que je qualifierais d'autonomie stratégique étendue, celle qui voit le jour entre 2019 et 2020, c'est-à-dire celle qui, au fond, qui englobe tous les champs de la puissance et des capacités critiques. C'est en quelque sorte l'extension du domaine de la lutte à la politique industrielle, à la politique commerciale, à la politique sanitaire, à la finance, à la monnaie, à la science, à la technologie, à l'innovation, etc., etc. Face à ça, il va y avoir deux contre-feux. Le premier contre-feu est venu très rapidement de nos amis polonais et baltes et d'Europe centrale, c'est-à-dire un rejet de cette autonomie stratégique, comprise comme l'idée d'une séparation avec les États-Unis. En disant, on vous l'avait bien dit, c'est un complot, un stratagème des Français, tout ça c'est encore une idée pour se séparer des États-Unis. Et puis, il y a eu un deuxième contre-feu plus subtil qui est le concept d'autonomie stratégique ouverte, Open Strategic Autonomy, qui a été mis en avant notamment par Margaret Verstager, qui consiste à combattre l'idée de protectionnisme en disant, mais au fond, autonomie, autarcie, ça commence par la même lettre. En fait, c'est encore un stratagème des Français pour revenir à la politique industrielle, au protectionnisme, etc., etc. Donc, nous, on est pour l'indépendance, mais tout en restant ouvert. Bon. Voilà, à tel point que le brouillard sémantique s'est tellement épaissi que les grands stratèges de la communication politique disent « laissons tomber l'autonomie stratégique et revenons-en à la souveraineté européenne ». Certains avancent même l'idée d'une souveraineté stratégique, donc là on atteint le fond du fond de la confusion, mais la boucle est bouclée et on ne sait plus trop de quoi on parle. Troisième série, est-ce que c'est grave ? Bon, là, il y a deux écoles. Il y a l'école dite de l'ambiguïté constructive, qui consiste à dire ben, c'est pas grave, on a toujours construit l'Europe sur des malentendus, au moins on est sûr de garder tout le monde à bord et d'avoir un espace, au moins, d'avoir un espace de dialogue dynamique. Tant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Bon. Et puis, il y a à l'opposé l'école de l'ambiguïté destructrice, celle dont je fais partie, qui consiste à dire écoutez, les mots ont un sens. Quand on perd le sens des mots, on se perd soi-même et on erre dans les limbes sémantiques. Je suis de ce point de vue un ultra classique. Je suis de l'école de Sénèque qui disait il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc ma position est de dire que tous ces bavardages stratégiques, au fond, nous éloignent de l'équation de base. Cette équation de base, encore une fois, elle a été posée à Saint-Malo et je la rappelle. Il y a un objectif, c'est, je le cite, l'Union doit être capable de jouer tout son rôle sur la scène internationale. Il n'y a pas plus synthétique. L'Union doit être capable de jouer tout son rôle sur la scène internationale. C'est exactement ce que dit Emmanuel Macron à la Sorbonne en 2017, quand il définit la souveraineté réelle européenne. Souveraineté réelle. Attention, ce n'est pas la souveraineté de Jean Gaudin, ce n'est pas la souveraineté des juristes. C'est la souveraineté réelle, en réalité, c'est l'indépendance. Et il dit, c'est la capacité, je cite, la capacité à exister dans le monde actuel pour y défendre nos intérêts et nos valeurs. Et à mon avis, c'est ce que redit à nouveau Ursula von der Leyen en 2019, quand elle ambitionne pour la Commission d'être une commission géopolitique. Voilà. Donc être géopolitique, au fond, on renie le fil que l'on avait tissé à Saint-Malo entre les Français et les Britanniques, et c'est toujours très intéressant de voir que c'est une Allemande qui l'a affirmé. Donc ça, c'est l'objectif. Les voies et les moyens, ils sont énoncés à Saint-Malo, ils sont au nombre de 3. C'est une capacité autonome d'action reposant sur une force militaire crédible, premièrement. Les moyens de décider d'y avoir recours, c'est très important. Et puis, troisième élément, la volonté de le faire. Donc, ma recommandation, en quelque sorte, ça serait de reprendre cette équation de Saint-Malo et de replacer les termes dans le bon ordre. Premièrement, ce serait de s'assurer de la volonté des États membres. La volonté. Comme disait le général de Gaulle, au début de l'action, il y a l'intention. S'il n'y a pas de volonté de se défendre, il n'y aura pas de défense européenne.
Et s'il n'y a pas de défense européenne, c'est une question qui est posée dans le chat, s'il n'y a pas d'autonomie stratégique européenne, quelle que soit la définition qu'on en donne, il n'y aura pas de commission géopolitique. Donc, il faut, pour ce faire, clarifier ce que l'on veut faire. Est-ce que l'on veut être capable de gérer des crises internationales dans notre voisinage, retour à l'autonomie stratégique originale, ou bien faire de la défense collective? Est-ce qu'on veut faire que de la PSDC? Est-ce qu'on veut faire le pilier européen de l'OTAN? Est-ce qu'on veut faire les deux? Bon. Et ça, c'est la boussole stratégique qui, si elle aboutit à quelque chose, devrait nous donner la direction. Si la boussole stratégique doit servir à quelque chose, et j'espère qu'elle le fera, elle doit faire des choix entre ces grandes orientations. Après, on pourra dérouler. Deuxièmement, les moyens de décider de mettre en œuvre cette volonté, eh bien, il faut mettre en place une instance de décision et un budget européen. Pecunia nervus belli, l'argent est le nerf de la guerre. Il n'y aura pas d'armée européenne ou d'armée des Européens sans un budget européen. On voit bien toutes les difficultés de synchroniser les cycles budgétaires actuellement. Et il n'y aura pas de budget européen sans quelque chose qui ressemble à une instance de décision. Or, il y a une piste très intéressante qui a été tracée par les Allemands et les Français à Meselberg en 2019, qui est le Conseil de sécurité européen. Conseil de sécurité européen qui n'a rien à voir avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Bon. Mais il faut, et c'est impératif, passer à la majorité qualifiée dans la prise des décisions, je peux y revenir. Sinon, on se raconte des histoires. Il n'y aura pas de défense européenne s'il n'y a pas une chaîne de commandement politico-militaire claire. Et puis, troisièmement, la capacité autonome, elle suivra. La planification de défense suivra. À la limite, c'est le plus facile. Toute la question est de savoir si on veut une armée des Européens, comme on le voulait à Saint-Malo, ou bien une armée européenne qui soit quelque chose, une capacité en propre, comme peut l'être Galiléo d'une certaine mesure dans le domaine spatial. En conclusion, je ferai un constat et un impératif. Aujourd'hui, les Européens sont un peu hystériques parce que l'union est inféconde. Quand on dit d'une femme qu'elle est hystérique, c'est parce qu'elle n'arrive pas à donner naissance à quelque chose. Elle n'arrive pas à engendrer. Et cette union européenne de défense n'arrive pas à engendrer quoi que ce soit, n'arrive pas à engendrer de l'action. Et c'est ça qui crée de la friction, au fond, depuis 2005. Et puis l'impératif, c'est, je dirais, arrêtons de bavarder et commençons à planifier. Stop talking, start planning. Et avec ça, j'ai terminé dans le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce propos dans lequel vous avez brassé beaucoup de sujets sur lesquels on va revenir dans quelques instants. Et avant de prendre les questions de nos auditeurs et que je vous invite à continuer à poser dans l'onglet Q&R, je voudrais me retourner à nouveau vers vous, Sylvie Berman. Vous rappeliez tout à l'heure que vous aviez été ambassadeur au COPS, donc vous avez une connaissance précise et de l'intérieur du fonctionnement de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut attendre raisonnablement d'une présidence tournante, surtout une présidence qui va avoir lieu dans un contexte politique national compliqué? Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre de cette présidence pour faire avancer le débat sur l'autonomie stratégique européenne, alors même que, comme le rappelaient à la fois Maxime Lefebvre et Frédéric Moreau, on assiste plutôt, je ne sais pas si c'est un recul, mais en tout cas peut-être à une dilatation de ce concept qui la prive parfois de sa substance. Oui, moi je crois qu'il y a une maturation des esprits, c'est-à-dire des idées qui sont totalement tabous à une époque, finalement deviennent plus ou moins acceptables pour tous, même si effectivement ce n'est pas gagné. Et puis avec la perte du facteur T ou Trump, effectivement les choses sont un peu moins faciles. Cela étant, le Trumpisme n'est pas fini et je pense que les Européens en sont bien conscients. Il a eu 75 millions de voix. Il y aura de nouvelles élections en 2024, si je ne me trompe pas, et en 2022 même les élections de mi-terme. Et il se peut très bien qu'il y ait un congrès qui soit entièrement républicain.
Je ne sais pas si votre chien n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais je pense malgré tout que ce n'est pas uniquement une position française. Je pense qu'il y a quand même des interrogations des Européens sur la relation transatlantique. Donc personne ne veut un découpling, comme on disait à l'époque avec Washington. Ce qu'on veut, c'est effectivement davantage d'autonomie, c'est de ne pas être tenu est contraint par des sanctions extraterritoriales américaines, et déjà du temps d'Obama, et qui visent les Européens. Et quand on parle des objectifs, effectivement, de Saint-Malo, puisque moi j'ai connu les débuts de la défense européenne, et c'est là-dessus qu'on travaillait, l'idée c'était que quand les Américains parlent du partage du fardeau, les Européens peuvent jouer un rôle effectivement dans leur environnement, et ce rôle est plutôt utile pour les Américains. Moi, je me souviens quand on a lancé l'opération en RDC, l'opération Artemis, qui était la première opération autonome de l'Union européenne, les Américains s'apprêtaient à faire un certain nombre de démarches. Quand on a lancé l'opération au Tchad, ils étaient conscients de l'intérêt de cette opération et ont fait des démarches pour la soutenir. Donc je pense que si c'est bien expliqué, et de toute façon, effectivement, la défense, ce n'est pas de la défense collective. Donc quand on doit le faire avec les Américains, on le fait avec les Américains. Mais si on doit défendre nos intérêts ou promouvoir la paix dans la région, on doit être en mesure de le faire seul. Maintenant, toutes les questions qui vont se poser à la présidence française, c'est des présidences peut-être moins fortes qu'autrefois. Cela dit, ce que je vais dire est politiquement incorrect, mais toutes les présidences ne sont pas égales. Vous avez des présidences qui sont plus volontaristes, vous avez des présidences dites de grands pays. Ça a été le cas de l'Allemagne qui a voulu faire signer cet accord sur les investissements avec la Chine. Le président de la République française a une vision stratégique du monde, de l'Union européenne. C'est le discours de la Sorbonne pour la construction européenne, mais il va falloir reprendre la relation avec la Chine, la relation avec la Russie, la relation, ça s'est apaisé un petit peu avec la Turquie, mais il faut quand même le définir. Sur la Chine, il va y avoir une échéance justement qui est cet accord d'investissement, mais on se trouve dans une situation totalement absurde, parce qu'en réalité, ce n'est pas un accord qui était un avantage économique pour la Chine. Ça servait les intérêts des Européens puisque c'est l'ouverture du marché chinois, certes pas totale, mais qui correspondait à une demande formulée par les Européens. Et en réalité, les Américains ont obtenu déjà ces concessions lors de l'accord de première phase en janvier de l'année dernière. Et là, parce qu'il y a eu effectivement l'escalade des sanctions et que les Chinois ont tapé fort parce qu'ils jugent totalement inacceptable d'être sanctionnés, et du coup, ils ont sanctionné les personnalités mêmes qui étaient en mesure de discuter ou d'aboutir à la ratification en sanctionnant le COPS d'abord, et également des parlementaires européens, y compris M. Bütikofer, qui était en charge de la relation avec la Chine. Donc ça va être très compliqué. Mais on ne peut pas ne pas avoir de relation avec la Chine. Je trouve qu'on a une logique qui est trop binaire, trop manichéenne. Et il y a d'un côté les bons et d'un autre côté les mauvais, mais c'est oublier que ces pays autocratiques, en réalité, ont eux aussi des cercles d'amis, pas des alliances, mais des cercles d'amis très importants au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, et qui les soutiennent dans les instances internationales. Donc, je pense que de toute façon, il faudra y revenir, ce n'est pas facile. Il y a la relation avec la Russie, pratiquement depuis l'élargissement. Ça s'est évidemment aggravé avec l'intervention, avec l'annexion de la Crimée et puis l'intervention au Donbass. Mais effectivement, il y a des pays au sein de l'Union européenne qui ne veulent aucune relation avec la Russie. Or, c'est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, c'est notre grand voisin. Il y a des menaces de type hybride qu'il faut bien évidemment gérer, mais on ne va pas rayer le pays de la carte. Donc, je pense, et c'est ce que le président de la République avait fait à Brégançon, qu'il va essayer de discuter quand même de ce sujet-là.
Alors évidemment, le signal donné par les échanges quand Angela Merkel, soutenue par le président, a proposé le sommet avec Poutine, bon, augure mal de la suite, mais en même temps, c'était prématuré, c'était pas préparé, mais bon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait aucune rencontre, aucune relation avec la Russie. Donc, je pense que ça sera quand même une priorité de la présidence. Bon, on a parlé de la boussole stratégique, de la conférence, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis, il y a une visibilité de la France parce que la France est en fait, a toujours été, que ça plaise ou non, une pourvoyeuse d'idées au sein de l'Union européenne. Donc, il y en a qui sont reprises, d'autres qui sont au contraire tués, mais qui parfois peuvent aussi revenir. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer qui est souvent attendu, même si on considère qu'on est arrogant. Mais je pense que la présidence française peut jouer un rôle. Merci beaucoup. Et j'ai envie de me tourner vers Maxime Lefebvre et de lui poser la même question. Quelles attentes vous avez, Maxime Lefebvre, sur cette présidence française pour avancer sur la notion d'autonomie stratégique? Bon, je vais embrayer sur ce que vient de dire Sylvie Bermann. Donc, effectivement, une présidence, d'abord, il faut quand même relativiser un tout petit peu le rôle d'une présidence parce qu'on est dans une continuité, il y a des tas de dossiers législatifs qui sont déjà en cours ou qui vont être lancés. Enfin, donc, on s'inscrit dans une continuité. Une présidence, l'État en présidence, il incarne l'intérêt général européen pendant 6 mois. Sinon, il ne peut pas réussir, il ne peut pas imposer ses vues. Donc, il ne faut pas attendre, si vous voulez, de percer démesuré par la simple force du verbe ou de l'action de la France. Hein. On est forcément dans une limite. Puis en plus, nous, on aura une autre limite qui est liée à notre calendrier électoral, qui fait que la présidence française va être relativement courte en termes opérationnels, parce qu'après, les autorités vont être très prises par les échéances électorales dans la deuxième partie du premier semestre 2022. Alors, sur les dossiers de fond et à côté de ce que vient de dire Sylvie sur la relation avec la Russie et la Chine, bon, il y a évidemment la boussole stratégique, qui est quand même un objectif que la France essaie de promouvoir. Donc, adopter un texte qui ne soit pas seulement une stratégie générale de sécurité, comme on en a une en 2003 et une autre en 2016. Là, on aurait vraiment un texte sur les menaces, sur ce que l'Europe déploie en réponse à ces menaces. Et ça, c'est quelque chose qui va être un peu nouveau. C'est une vieille revendication de la France, d'un livre blanc européen sur la sécurité et la défense. Et là, donc, on peut espérer que ce texte ait cette forme-là. Moi, je n'ai pas encore vu de version de ce texte, mais voilà, c'est ce qui est un petit peu en chantier. Donc ça, c'est quand même important. La question, c'est comment ça va s'articuler avec le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Et quel sera effectivement le rôle de l'Europe par rapport à l'OTAN, quelle sera son autonomie en quelque sorte, sa complémentarité. On a dit qu'effectivement l'Europe, ce n'était pas la défense collective, mais néanmoins on a quand même une fois utilisé l'article 42.7, qui est la clause de défense collective au profit de la France après les attentats de 2015. Donc il y a quand même des choses qu'il faut essayer de préciser. Comment ça va l'être, je ne peux pas vous dire, mais ce sera un résultat important. L'autre aspect, toujours dans le domaine de la PESC et de la PSDC, c'est la stratégie Indo-Pacifique. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette stratégie? Ce sera probablement pas seulement les sujets PESC, il y aura évidemment aussi beaucoup de communautaires. Comment cette stratégie s'articule-t-elle dans l'Indo-Pacifique avec notre politique vis-à-vis de la Chine? Est-ce qu'on suit les Américains dans une forme de containment, dans une forme d'escalade des relations avec la Chine, de nouvelles guerres froides? Est-ce qu'au contraire, on a une stratégie européenne propre? Ça, c'est quelque chose qui va avoir un certain reflet, un certain relief durant notre présidence. Il faudra veiller à ce que ce ne soit pas simplement de la soupe, mais que ce soit vraiment une affirmation forte d'une vision européenne. Ensuite, moi, je vois deux autres sujets, plus de nature économique. Encore une fois, on n'a pas fixé pour le moment les priorités, on n'a pas communiqué là-dessus parce qu'on attend un petit peu à la fin de l'année pour que les choses soient un peu stabilisées. Donc, je ne sais pas si le trio que vous avez cité, puissance, appartenance, résilience, relance, pardon, puissance, appartenance, relance sera effectivement le trio, le slogan de la présidence, on verra.
En tout cas, le sujet de la souveraineté numérique est très important parce qu'il y a des actes législatifs et le seul domaine dans lequel on parle de souveraineté européenne dans le langage européen, c'est la souveraineté numérique. Donc là, il faudra voir si on peut adopter des textes, faire des choses qui nous permettront de franchir des pas durant la présidence française. Et puis, je vois aussi le sujet de la lutte contre la coercition économique. Je crois que ça a déjà été cité. C'était un problème qui est très ancien, les sanctions extraterritoriales des États-Unis. Il y a d'autres domaines dans lesquels ça s'applique, l'extraterritorialité du dollar, par exemple. Donc, est-ce que là-dedans, l'Europe pourrait faire des progrès ? On essaye. Il y a une volonté française de concert avec l'Allemagne. Là aussi, on peut espérer qu'il y aura des avancées durant la présidence française. Merci beaucoup et je vais me tourner enfin vers Frédéric Moreau pour lui poser la même question, peut-être en précisant un peu. Ça me permettra notamment de prendre la question de Denis Verret qui demandait si justement sur cette question de la boussole stratégique, ce qui était un point qui était déjà souligné par Maxime Lefebvre, son objectif n'était pas finalement, on ne devrait pas faire aboutir à un processus de création d'un livre blanc européen. Et je sais que la question vous est chère, celle de la création d'un livre blanc européen. L'autre question, c'est, me semble-t-il, apporte plutôt a trait à la conférence sur le futur de l'Union, qui pose la question de ce que les Européens veulent faire dans leur avenir et qui traite notamment, les débats qui ont lieu en ce moment traitent notamment des questions de défense. Et c'est une autre question qui nous est posée. Est-ce que vous pensez qu'on peut raisonnablement espérer avancer sur la question de la QMV, donc du vote à la majorité qualifiée, à une échéance envisageable, sachant que, pour rappel, la France doit faire la synthèse de cette conférence sur le futur de l'Europe qui, rappelons-le, a quand même un peu de mal à décoller. C'est le moins qu'on peut dire. Oui, beaucoup de questions. D'abord, la présidence française de l'Union européenne sera brève, 3 mois. Tout le monde le sait, les autres Européens le savent. Et en plus, il faut bien compter sur le chaos stratégique. Il y aura des aléas et donc il va falloir gérer. Donc, il faut à la fois être raisonnablement ambitieux, mais sur des choses qu'on puisse atteindre. Et à mon avis, la boussole stratégique, on doit pour ce qui est de l'autonomie stratégique, la France, mon conseil, qu'elle concentre tous ses efforts là-dessus. Réussir déjà à la boussole stratégique serait merveilleux. Et vous avez posé la question du livre blanc. Pour moi, la boussole stratégique est le livre blanc de la défense que l'on espérait tant, parce que sinon, ça ne sert à rien. Un livre blanc de la défense doit faire des choix, doit donner des orientations, doit permettre de déclencher un processus de planification de défense. S'il n'y a pas de planification de défense qui puisse s'ancrer sur cette boussole stratégique, alors cette boussole stratégique sera un bavardage de plus, sera un papier de plus qui n'aura servi à rien, sinon à décrédibiliser l'idée, encore une fois, que l'Union est inféconde et incapable de faire quoi que ce soit. Donc il faut être tout à fait au clair là-dessus. Est-ce que l'on sera capable de passer à la majorité qualifiée? Je ne pense pas. On peut, en revanche, je ne pense pas pour une raison bien simple, c'est qu'il y aura des élections présidentielles, et avant ces élections présidentielles en France, il y aura des élections législatives en Allemagne. Donc il va y avoir un mouvement d'astres, si je puis dire, dont il va falloir qu'il concorde si on peut espérer renouer le fil de Meselberg et espérer passer à la majorité qualifiée. Est-ce que c'est possible? Oui, il y a des questions, du reste, il y a plusieurs questions là-dessus. Il y a une question d'Ulrich Karok et une question d'Anne-Hélène Bertana. Le Conseil s'oppose, pour répondre à Ulrich Karok, s'oppose évidemment au passage à la majorité qualifiée parce que les États membres européens ont toujours pensé la défense européenne dans un cadre intergouvernemental. Et qui dit cadre intergouvernemental dit unanimité, dit droit de veto. Mais le droit de veto, c'est un droit d'empêcher, ce n'est pas un pouvoir de faire. Pour moi, je pense que l'équation de la défense européenne n'est pas soluble dans un cadre intergouvernemental. Il faut sortir de la boîte. Il faut penser dans une autre boîte. Alors, est-ce que cette boîte, on peut la faire sous la présidence française de l'Union? Je n'y crois pas. Je crois qu'on peut, en revanche, semer la graine,
reprendre l'idée du Conseil de sécurité européen. Il y a 90% des décisions en matière de défense qui n'impactent pas l'envoi de force, l'usage de la force. Ce sont toutes les décisions en matière de planification de défense, en matière de constitution des groupes, etc., de promotion, etc. Ce sont des décisions administratives. Il n'y a qu'une petite partie des décisions qui impliquent l'usage de la force. Pour cela, soit on peut conserver l'unanimité, soit on peut décider de renvoyer à une instance décisionnelle plus large qui serait le Parlement européen, des États qui décideraient de constituer entre eux ce Conseil de sécurité européen. Ce Conseil de sécurité européen ne peut advenir, à mon avis, qu'en dehors du cadre des traités, parce que pour modifier les traités, il faut l'unanimité, donc on n'y arrivera pas. On peut pas, c'est aussi pour répondre à une question qui pose la question de la coopération renforcée. Pour passer à la coopération renforcée, il faut l'unanimité, donc on n'y arrivera pas non plus. Donc il faut envisager quelque chose qui se fasse en dehors du cadre actuel des traités. Voilà. La Cour de justice de l'Union européenne, c'est une question, on n'a pas de compétence concernant la PSDC. Néanmoins, il y a des sujets sur lesquels elle pourrait se pencher. Je pense en particulier à la mobilité militaire. La mobilité militaire, c'est un projet d'essence otanienne. Hein. C'est fait pour permettre aux chars américains de débarquer à Rotterdam et d'aller à Vilnius, sauf à ce qu'on m'explique que les chars lituaniens, qui n'existent pas au demeurant, pourraient embarquer à Toulon pour partir en Afrique. Donc c'est un projet qui, dans l'esprit comme dans la lettre, est contraire au traité de l'Union européenne. Voilà. Notamment en ce qui bafoue les droits du Parlement européen. Donc, c'est vraiment sur les lignes de faille que la Cour de justice de l'Union européenne, puisque la question est posée, pourrait se prononcer. Quant à l'autonomie stratégique, la question cruciale, encore une fois, comme le disait Sylvie Berman, c'est vraiment l'articulation avec l'OTAN. On est tous ambigus là-dedans. Les Américains étaient ambigus au départ, parce que les Américains poussaient à l'autonomie stratégique. Du reste, à Saint-Malo, les Britanniques n'ont accepté l'idée d'une autonomie stratégique que parce qu'elle était voulue par les Américains. C'était Hey guys, it's your backyard, it's not mine, c'est votre voisinage, c'est pas le mien, je vous aide, mais enfin c'est la dernière fois, la prochaine fois, débrouillez-vous tout seul. Mais après avoir dit cela, pour la Yougoslavie, 6 jours après la déclaration de Saint-Malo, on a la fameuse déclaration de Madeleine Albright qui est les 3D, pas de découplage, pas de duplication, etc. Bon. Donc il y a une ambiguïté. On a la même ambiguïté américaine aujourd'hui. Il y a 3 articles de 3 think tanks très intéressants qui poussent en faveur, et qui ne sont pas n'importe quel think tank, puisque l'un d'entre eux, le Center for American Progress, est le terrain de jeu des diplomates démocrates, pousse en faveur d'une autonomie stratégique européenne. Bon. Il y en a un autre de Defense News qui dit Make European Defense European. Donc tout ça, c'est une évolution très importante. Mais dans le même temps, on a le groupe de travail de l'OTAN 2030 qui pousse à la composition d'un groupe stratégique sur les technologies émergentes et disruptives. Ce qui vient en duplication complète de ce qui existe dans le Fonds européen de défense. Bon. Dans le même temps, on a les Américains qui poussent pour avoir un accord administratif avec l'Agence européenne de défense. Bon. Est-ce qu'ils nous offrent en même temps un accord, un agrément avec la DARPA? Pas sûr. On a les mêmes Américains qui poussent pour une augmentation du budget collectif de l'OTAN. Pourquoi faire? On ne sait pas, mais il faut augmenter les dépenses collectives. Donc, il y a une ambiguïté des Américains vis-à-vis de l'autonomie stratégique. Ils voudraient qu'on soit autonome, mais pas trop. Bon. Et la même chose pour les Européens. Mais je ne veux pas monopoliser la parole, donc je reviendrai dessus. Merci beaucoup Frédéric, merci d'avoir adressé effectivement tous les sujets que je vous avais assignés et d'en avoir adressé encore plus. Vous avez disrupté le modérateur que je suis, c'est très bien et je suis sûr que l'Agence européenne de défense appréciera beaucoup le parallèle que vous avez établi entre elle et la DARPA. Je suis sûr que ça fera plaisir à beaucoup de monde à Bruxelles. Je voudrais maintenant, il y a une série de questions qui est posée en fait sur la question de l'approche française, qui me semble rejoindre cette question de l'approche française des questions d'autonomie stratégique et de la relation avec nos voisins européens, de notre capacité d'entraînement. On
on a notamment une première question qui nous était posée sur la notion de puissance, et qui n'est-elle pas une notion très française, et une seconde intervention ou question plutôt adressée à Madame Berman, mais que j'aurais tendance à vouloir élargir aux trois panélistes, sur l'approche française en matière d'autonomie stratégique et sur disons, le procès en manque d'inclusivité, si je peux le dire comme ça, des Français, de compréhension, d'empathie des Français avec les problématiques de sécuritaire d'un certain nombre de leurs voisins, au premier rang desquels nos partenaires d'Europe centrale et orientale. Je voulais avoir votre réaction. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode française dans l'approche de ces problématiques? La question, Madame Berman. Je commence par d'abord, cette idée d'Europe puissance, effectivement, faisait très peur aux Européens. Mais elle faisait peur dans un contexte aussi qui suivait la Deuxième Guerre mondiale, avec l'idée que la politique de puissance, en réalité, avait mené à la guerre. Sauf qu'aujourd'hui, on est un petit peu seul à avoir une conception postmoderne des choses, comme le disait Robert Cooper, le conseiller de Solana, et comme ça a été dit plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on se trouve herbivore dans un monde de carnivores, et aujourd'hui, il y a des États-continents qui ont une politique de puissance. Alors, est-ce qu'on peut se passer de ça et simplement accepter d'être dépendant de l'une ou de l'autre, plus certainement, effectivement, des États-Unis. Et d'ailleurs, enfin, moi, je constate dans mes discussions avec les Européens, c'est que les choses ont quand même évolué, même s'il peut y avoir une méfiance par rapport à la position européenne. En ce qui concerne effectivement les autres partenaires, je crois que d'une certaine manière, nous avons de bonnes idées, nous avons tort de ne pas en discuter au préalable avec nos partenaires, d'expliquer ce que nous voulons, de rassurer aussi, c'est-à-dire que nous ne cherchons pas la rupture avec les États-Unis, ça n'a pas de sens, mais comme eux-mêmes le disent, ils aimeraient bien qu'on prenne plus en charge notre sécurité et que, en fait, ça les débarrasse aussi d'un certain nombre de problèmes dans la région, Moyen-Orient ou Afrique, où non seulement ils ne veulent pas s'engager, mais ils sont même en train de se désengager. Donc, il faut bien que l'Union européenne puisse exercer ses responsabilités. Et encore une fois, quelles que soient les difficultés de relations avec des grandes puissances, ce n'est pas en ne leur parlant pas qu'on règle les problèmes. Et je pense que c'est une tendance générale, hein, pas seulement française, et c'est un peu ce qu'est le G7 aussi, c'est-à-dire on se réunit entre affinitaires, on est très content parce qu'on a des positions communes, mais si on veut régler une crise, on la règle avec son ennemi, avec son adversaire et pas avec ses amis. Et donc ça, je pense que aussi c'est quelque chose qui, c'est le réalisme et c'est quelque chose qui doit être compris. Donc encore une fois, parler ne veut pas dire faire des compromis ou céder. Mais simplement, on ne peut pas ignorer un certain nombre de puissances. Mais il faut beaucoup parler, préparer les choses. Donc, ça a été l'erreur, mais qui n'est pas une erreur totalement française. Elle est au moins partagée de cette proposition de sommet avec Poutine, qui, je crois, devra avoir lieu un jour, mais vraiment préparée. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Maxime Lefebvre sur la même question, sur l'approche des politiques européennes, sur l'approche de la question européenne par la France, et notamment, j'aurais envie de vous poser la question de manière un peu détournée. Est-ce que vous ne pensez pas que la France doit, à un moment, faire un choix dans ses priorités de politique étrangère, qu'on ne peut pas avoir à la fois un reset de la relation avec la Russie de manière unilatérale et la construction de l'autonomie stratégique européenne? Est-ce que ce n'est pas deux objectifs qui sont contradictoires l'un avec l'autre? Bon, moi oui, alors je vais répondre à cette question. Ce que je voulais aussi dire, c'est que, comme le disait très bien Sylvie, il
il y a une évolution des esprits, une maturation des esprits, et ces termes sont beaucoup plus acceptés qu'ils ne l'étaient avant. Par exemple, Schäuble, Wolfgang Schäuble, qui est donc le président du Bundestag, hein, qui est un pro-européen, un vieux politique important dans la CDU, a dit qu'il fallait que l'Europe parle le langage de la puissance. Il a dit ça. Donc le terme de puissance, qui pourtant fait peur aux Allemands, est utilisé par un Allemand, par un homme politique allemand important. Borrell dit la même chose, comme haut représentant. Donc, Madame von der Leyen a parlé d'Europe géopolitique, même si elle n'en a pas fait ensuite un axe de son discours etc. Le mot de souveraineté européenne, c'est le président Macron qui l'a utilisé, mais enfin Juncker l'a repris à son compte. On le retrouve à travers le concept de souveraineté numérique. Et puis après, il y a ce concept d'autonomie stratégique. Donc, je trouve que il y a quand même une évolution, mais c'est vrai qu'on a une espèce de brouillard sémantique, hein, comme a très bien dit Frédéric Moreau. Ce n'est pas le brouillard de la guerre, c'est le brouillard sémantique. Mais effectivement, il faudrait qu'à un moment donné, ces concepts se stabilisent un peu, qu'on sache davantage qu'est-ce qu'on met derrière quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même, voilà, c'est l'avantage de bouger et de bouger quand même dans le bon sens. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'approche française ? Moi, je crois qu'il faut pas qu'il y ait contradiction, si vous voulez, entre l'action de la France et l'action de l'Europe. C'est vrai que la France fait des propositions, la France agit. Par moment donné, elle a besoin d'agir aussi de façon autonome. Elle s'est engagée au Sahel, tout simplement parce qu'en 2013, ça ne pouvait pas être autrement. Les Européens n'auraient pas pu monter une opération européenne comme la France l'a fait. Regardez un peu ce qui s'est passé sur le dossier russe dans la manière dont les Européens ont géré la crise ukrainienne. D'un côté, il y a eu des sanctions de l'Union européenne, et d'ailleurs, c'est à cette occasion-là qu'on s'est mis à cesser de parler aux Russes, qui est un peu idiot. Enfin, c'est comme ça, l'Europe est une machine à prendre des sanctions. Et de l'autre côté, on a la France et l'Allemagne qui ont une action autonome pour parler à Poutine, parler aux Ukrainiens, et faire le format Normandie, discuter d'un accord pour essayer de régler le conflit. Alors, on n'a pas réglé le conflit, mais enfin, on a au moins réussi à le stabiliser, à stopper l'escalade, ce qui est déjà pas si mal. Donc, au total, il n'y a pas de contradiction pour moi entre ce que les Français peuvent faire, ce que les Allemands peuvent faire, ce que les Français et les Allemands peuvent faire ensemble, ce que les Français et les Allemands peuvent faire avec les Anglais dans la négociation sur l'Iran, avec la négociation E3 sur la prolifération nucléaire. Donc, je ne vois pas, moi, de contradiction. Peut-être qu'on fait peur, mais il faut pouvoir en parler avec nos partenaires. On ne peut pas bouger les lignes, on ne peut pas faire bouger les lignes si jamais on ne se met pas en avant, si on n'émet pas des ambitions. Donc, il faut rassurer, mais il faut aussi être ambitieux. Et je crois que c'est ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est cette idée d'Europe puissance, d'autonomie stratégique. Et si les Français ne poussent pas l'Europe de la défense, je ne vois pas qui va le faire à leur place. Donc, on a besoin de cette ambition française. Un dernier petit mot sur le nucléaire, parce que c'est vrai que ce concept d'autonomie stratégique, il vient en fait au départ de l'idée de dissuasion nucléaire. La France avait un certain degré d'autonomie, d'indépendance dans l'OTAN à l'époque de la guerre froide. Et c'est comme ça que ce concept d'autonomie stratégique est apparu dans nos livres blancs et finalement dans le vocabulaire européen. Et le président Macron a proposé qu'on ait un langage, une négociation avec nos partenaires sur la dissuasion nucléaire. Pour le moment, ça n'a pas trop imprimé, hein. Il n'y a pas eu vraiment de réponse à cela. Mais c'est important parce qu'on ne peut pas laisser ces questions-là uniquement dans le cadre de l'OTAN, de la défense collective. Il faut qu'on puisse aussi avoir des discussions sur ces sujets-là aussi entre Européens. On a dit des choses entre Français et Britanniques. Il faudrait qu'on puisse aussi le dire entre Européens, me semble-t-il. Voilà, donc moi je ne vois pas du tout de contradiction. Sur la Russie, c'est vraiment un mauvais procès qu'on ferait à la France d'avoir court-circuité ses partenaires, parce qu'au contraire, on a cherché dans cette tentative de reset avec la Russie à faire ça en concertation avec nos partenaires. La première visite de Pierre Vimont, quand il est allé négocier en Russie, c'était de s'arrêter à Berlin, par exemple.
et il passe son temps à discuter avec nos partenaires sur la Russie. Donc voilà, je ne crois pas du tout qu'il faut opposer les États membres et l'Union européenne. La force de l'Europe, c'est au contraire la combinaison des deux. Et il faut qu'on ait une France ambitieuse pour porter ce message, cette politique et cette action. Merci beaucoup pour ce plaidoyer vibrant. Et je vais me tourner maintenant à peu près avec la même question vers Frédéric, peut-être en la posant de manière un peu différente. Est-ce qu'il n'y a pas disons, pas une contradiction, mais un décalage dans le fait que l'autonomie stratégique est un concept français qui aujourd'hui s'est imposé partout, mais quand vous regardez le récent sondage qui a été fait par la GMF US il y a quelques semaines, le pays le plus influent, considéré comme le plus influent en Europe par les Européens, c'est l'Allemagne. Et la France est en profond recul, elle est à moins de 10 points. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction qui s'explique justement par cette approche française des questions européennes? Oui, évidemment, c'est la même question reposée différemment. Il n'y a pas de contradiction. Il y a simplement le fait que la contradiction, elle est dans le fait, comme énoncé précédemment, que la France est confrontée à un dilemme. Soit elle agit seule, et elle agit, donc elle est créatrice d'une action, elle engendre des faits et des événements, comme au Mali, comme en rencontrant Poutine, en emportant avec Poutine, voilà. Soit elle essaye de se tourner vers les Européens, et comme on l'a vu malheureusement, comme le disait Sylvie Berman, eh ben, il ne se passe rien parce que les Européens, certains pays, bloquent, exercent leur droit de veto et disent non, on ne veut pas parler à Poutine, ce qui est une hérésie. Parce que la meilleure façon de désamorcer la meilleure façon de traiter le problème russe, si je puis dire ainsi, qui est un problème Poutine. Hein. Il ne faut pas confondre Poutine, les oligarques et le peuple russe. Hein. Le peuple russe fait partie de la famille européenne et Vladimir Poutine. Il ne faut pas penser non plus qu'il sera éternel. Hein. Il y a un jour où Vladimir Poutine, donc il faut aussi être capable de penser la Russie après Poutine. Mais ceci pour dire que quand on s'est tourné vers les Européens disent non, parce que certains Européens ont le droit de veto, et donc on retrouve cette union inféconde. Et là, pour résoudre cette contradiction, eh bien, on en revient à ce qui est mon cheval de bataille sur l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, ce n'est pas qu'une capacité d'action, c'est aussi et en même temps une capacité, une aptitude à décider. Voilà. Et l'Europe est inféconde, l'Union est inféconde parce qu'elle n'est pas capable de décider. Je suis peut-être le seul à penser ça, mais je suis désolé, tant qu'on aura l'unanimité pour toutes les décisions, on ne va jamais y arriver. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 100 ans. Voilà. Voilà. Et donc, une des questions principales, on n'arrive même pas, regardez ce qui se passe, on n'arrive même pas, ça fait 20 ans qu'on se concentre sur la capacité d'action. On a tout essayé, les battle groups, l'Eurocorps, l'Euronavcorps, le Joint Expeditionary Force, le Combined Joint Expeditionary Force avec les Britanniques. Tout ça ne sert à rien, parce qu'on n'a pas l'aptitude de le décider de son emploi. Il est hors de question que les Britanniques utilisent le Combined Joint Expeditionary Force, qui est en réalité la matérialisation de l'idée de Saint-Malo, la matérialisation d'une capacité autonome d'action, sans le secours des Américains, ce qui est la négation de l'autonomie stratégique. Alors, la France est isolée en poussant cette idée d'autonomie stratégique, et l'Allemagne est plus influente. Il y a à cela deux raisons. La première, c'est le poids économique de l'Allemagne, mais il y a surtout le fait que la France n'a pas su se constituer des amis, n'a pas su se constituer suffisamment d'alliés au sein de l'Union européenne. Elle se focalise dans un discours avec les Allemands, qui est utile, qui est indispensable. Rien ne se fera dans l'Union européenne si les Allemands et les Français ne sont pas d'accord, mais rien ne se fera s'il n'y a qu'eux. Et donc, l'Allemagne a été beaucoup plus habile en étant beaucoup plus sobre dans sa parole, beaucoup plus discrète dans son action, que la France qui balance des idées et sans se préoccuper de savoir si les autres sont d'accord ou pas. Et bon, c'est un peu ce qu'on reproche à la France, et il faut dire que c'est parfois justifié, c'est souvent justifié même. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une série de questions. On a une série de questions qui portent
En fait, sur des zones géographiques, on a beaucoup parlé de la question de la Russie, mais c'est loin d'être la seule problématique auquel les Européens sont confrontés. On a notamment Pierre Mirel qui nous rappelle que probablement la première zone géographique dans laquelle l'autonomie stratégique européenne ou l'Europe géopolitique aurait vocation à se déployer, c'est probablement son voisinage. Et est-ce que pour autant la politique européenne de voisinage n'est pas en déshérence? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Une autre question, plusieurs questions sur le Sahel et le rôle de l'Union européenne au Sahel. Comment est-ce que, après les annonces françaises, on peut imaginer un rôle plus important de l'Union européenne dans cette région? Et enfin, et là encore, on change complètement de focus géographique. C'est un acteur dont on n'a pas du tout parlé. Pour autant, c'est quand même un de nos grands voisins, c'est le Royaume-Uni. Alors certes, ils nous ont quittés il n'y a pas longtemps, mais quelle relation sur ces questions est-ce qu'on peut envisager? Je pense aux questions de défense, mais peut-être pas uniquement. Comment est-ce qu'on peut envisager le futur de notre relation avec les Britanniques? Je vous laisserai choisir, vous n'êtes pas obligé de répondre à chacune de ces questions, mais Sylvie Berman, j'imagine que vous allez vouloir réagir notamment sur la question du Royaume-Uni. Oui, absolument. Moi, j'ai passé ma vie diplomatique à travailler avec le Royaume-Uni, aussi bien aux Nations Unies qu'au COPS aussi. Et ils étaient moins négatifs qu'on ne le disait. Je dis souvent qu'ils sont pratiquants mais non croyants, alors que les Allemands sont souvent croyants et non pratiquants en matière de défense européenne. Ils avaient accepté tout de suite la première opération autonome de l'Union européenne, alors que l'Allemagne avait refusé. La difficulté aujourd'hui, c'est que le souci des Britanniques, c'est d'affirmer leur souveraineté ou ce qu'ils considèrent comme une véritable souveraineté et que ça reste un petit peu hostile à l'Europe. On l'a vu pendant le G7 avec la problématique du protocole nord-irlandais. On le voit dans le livre blanc britannique, qui est la revue intégrée, dans laquelle ils ont pratiquement gommé l'Union européenne comme si elle n'existait pas, et se disant on a une vocation mondiale, on va passer par-dessus l'Union européenne pour traiter avec les autres pays du monde. Sauf qu'ils se retrouvent un peu seuls et face à des contradictions, bien évidemment, vis-à-vis de la Chine, entre la nécessité de faire du commerce avec la Chine et en même temps le souci de faire prévaloir des valeurs. Donc, ils envoient un bateau, enfin le Queen Elizabeth, dans la mer de Chine du Sud, sauf que ça contourne le détroit de Taïwan pour ne pas antagoniser les Chinois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de contradictions. Et pour le moment, on est dans une logique, malheureusement, je dirais, post-divorce, où en fait, il y a des réactions un petit peu acrimonieuses et donc, ce sera difficile, mais je crois que la logique, si un jour effectivement on veut intervenir, c'est la seule armée européenne efficace. Et d'ailleurs, on a toujours eu des échanges très, très denses, puisqu'il y a des officiers qui interviennent sur des bases françaises ça a été le cas par exemple en Syrie et inversement il y a cette Joint Combined Task, je ne sais plus quel est le terme, Expeditionary Force, et j'ai assisté d'ailleurs aux exercices pour valider le caractère opérationnel de cette force. Donc, il faudra trouver à un moment donné le moyen de coopérer davantage avec les États-Unis, mais il y a beaucoup de sujets, grands et petits, post-divorce, en fait, qu'il faut régler auparavant. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer la parole à Maxime Lefebvre. Maxime Lefebvre, je ne sais pas, peut-être sur la question de la politique de voisinage européenne, est-ce que ce n'est pas la sphère d'influence
normale ou rêvée ou première ou idéale de la géopolitique européenne. Mais vous pouvez bien sûr adresser les autres questions, celle de la relation avec le Royaume-Uni ou celle de la présence au Sahel. La sphère d'influence, c'est compliqué parce que, bon, d'abord, il y a effectivement des pays vis-à-vis desquels on s'est engagé très tôt, c'est les Balkans occidentaux, qu'on a quand même pacifiés à travers l'OTAN, mais l'Union européenne a joué un rôle très rapide à travers à la fois la reconstruction économique et puis même aussi de ces missions de PSDC. Donc les Balkans, évidemment, à qui on a promis une adhésion à l'Union européenne, c'est forcément une zone de priorité géographique, c'est clair. Il y a aussi le voisinage, politique de voisinage, donc les pays à l'Est, grosso modo entre la Russie et l'Union, et puis au sud de la Méditerranée. Mais en réalité, on ne peut pas se limiter à ça. Parce que si on regarde par exemple le Moyen-Orient, c'est une zone très importante pour nous. Et c'est justement un domaine, la négociation nucléaire avec l'Iran, où les Européens ont lancé en 2003 une négociation propre. Au départ, il n'y avait que les Européens, les trois principales capitales européennes. Puis après, il y a eu le représentant, il y a eu aussi les États-Unis, la Russie, la Chine, pour essayer de stopper cette négociation. Cette négociation dure depuis 20 ans, presque. On avait trouvé un accord en 2015 qui a été remis en question par Trump, qui maintenant est en train d'être remis sur le métier. Donc on a vraiment voilà, un engagement au Moyen-Orient qui est clair. On a même un début d'opération. Alors c'était dans un format intergouvernemental pour la sécurité du Golfe. On a déjà eu des choses sur la sécurité du Golfe. Et puis en Afrique, au sud du Sahel, du désert du Sahel, c'est vrai que du Sahara, c'est vrai que là on a besoin aussi d'une Europe qui intervient. Et même dans l'Indo-Pacifique, on a besoin d'être présent. Alors c'est clair qu'on ne va pas beaucoup peser stratégiquement, on fait de la figuration stratégique, mais on doit être présent dans cette zone, on a trop d'intérêt, on est lié aux États-Unis, on est lié au Japon, etc. Donc en réalité c'est compliqué de dire que l'Europe a une sphère d'influence. C'est clair que son environnement immédiat, le voisinage, l'Afrique, le Moyen-Orient, c'est tout à fait primordial. C'est aussi lié aux questions, par exemple, migratoires, qui sont aussi adressées dans ce dossier sur l'Europe géopolitique. Mais on doit aussi être capable d'avoir un rôle un peu plus global. Merci beaucoup. Frédéric Moreau, même question. Je voudrais revenir sur la question britannique. Pour deux raisons. La première, c'est que le cas du Brexit est exactement ce qui peut nous arriver à tous quand on perd le sens des mots. Voilà. Mon sentiment profond est que les Britanniques ont chassé la proie de la souveraineté pour l'ombre de l'indépendance. Voilà. Ils ont confondu souveraineté et indépendance. La souveraineté, c'est un concept de droit, c'est quelque chose de très précis. C'est, depuis Jean Bodin, la capacité de n'être influencé par personne en vertu d'une règle de droit qu'on n'aurait pas soi-même consentie. Le prince de Monaco est souverain. Voilà. Et c'est binaire, c'est un absolu, on est souverain ou on ne l'est pas. La souveraineté réelle ou l'indépendance, c'est autre chose. Il y a 50 nuances d'indépendance, énergétique, monétaire, culturelle, scientifique, tout ce que vous voulez. Et dans chacun de ces domaines, on peut être plus ou moins indépendant ou autonome. Voilà. Et donc, il y avait dans cette histoire de Brexit quelque chose qui irritait profondément les Britanniques depuis des années. C'était le fait que leur Parlement était soumis aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Et ça, c'était vraiment insupportable pour eux. Bon. Mais ils ont toujours été souverains parce qu'ils l'ont consenti. Ils l'ont consenti par traité. Et il n'y a aucune directive européenne, il n'y a aucun règlement européen qui n'était adopté, puisque le Conseil est co-législateur, sans que les Britanniques ne l'approuvent, puisqu'ils auraient pu sinon apposer leur veto. Donc c'était un mensonge. C'était un gros mensonge. En revanche, ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants des Américains et ils ne l'ont jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui m'amène à ma deuxième réflexion. Il faut que nous, les continentaux, les gens du continent européen, on se mette dans la tête une fois pour toutes que les Britanniques ne veulent pas d'une défense européenne. Parce que chaque pays a sa propre culture stratégique et dans la culture stratégique britannique, l'obsession britannique, c'est de maintenir le fil
avec la ligne de vie que représentent les États-Unis d'Amérique. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas changé depuis 1945, depuis Churchill. Voilà. Et tout ce qui vient du continent est forcément mauvais. Si on peut les diviser pour régner, c'est encore mieux, comme faire des épisodes hilarants de Yes Minister. Et donc, ils ne veulent pas d'une défense européenne. Le ministre de la Défense actuel, Ben Wallace, l'a encore dit récemment, si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne, ce serait un féroce adversaire de cette défense européenne. Donc il faut qu'on le fasse sans eux. Voilà, il faut que ça soit clair. On n'arrivera à rien avec les Britanniques, même si c'est une force indépendante, colossale, la plus importante, tout ce qu'on veut. Même si on s'entend très bien avec eux, c'est beaucoup plus facile de s'entendre avec eux qu'avec les Allemands. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est notre faux jumeau stratégique, mais ils veulent pas, ils n'ont pas fait le même rêve que nous. Voilà. Donc ils ont chassé la proie pour l'ombre. Merci beaucoup. Et je vois qu'il y a des nuances sur la position vis-à-vis de nos voisins britanniques, mais je voudrais prendre une dernière série de questions avant de vous offrir un mot de conclusion. On a une série de questions en fait, qui reviennent sur les enjeux plutôt géoéconomiques et j'avais envie d'élargir la question en me demandant si ce n'est pas plus simple pour l'Union européenne d'être en fait un acteur géoéconomique plus qu'un acteur géopolitique, notamment sur les enjeux technologiques, on parlait du numérique tout à l'heure. Une question aussi sur un autre grand voisin qui est la Turquie, mais qui est plus largement la question en fait, de notre gestion des politiques migratoires, qui est d'ailleurs effectivement traitée dans cette revue internationale et stratégique. Est-ce qu'on ne se met pas dans la main de nos voisins et donc est-ce qu'on n'entame pas notre autonomie stratégique en déléguant à des États tiers la gestion de nos frontières et la gestion des flux migratoires. Et dernière série de questions qui était pour revenir un peu sur le moteur de cette Europe géopolitique. Est-ce que on a commencé à un peu y répondre, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'y revenir quelques minutes. Est-ce que c'est nécessairement le couple franco-allemand ou est-ce qu'il faut avoir une approche plus créative ou imaginative? Je vais repasser la parole à Sylvie Berman. Madame Berman. Oui, le premier point sur l'Europe géoéconomique, certes, mais en réalité, la Chine, qui est une puissance géoéconomique, a bâti sa puissance géopolitique sur cette base-là. Et je crois que c'est ce que l'Union européenne doit être en mesure de faire. Mais pour cela, évidemment, il faut que les plans de relance soient efficaces. Il faut renforcer également la base industrielle et technologique, pas seulement de défense. Il faut se doter des outils de la haute technologie, de l'intelligence artificielle. Sinon, l'Union européenne sera complètement en dehors. Et c'était Gladstone qui disait, avant de faire des choses à l'extérieur, il faut mettre sa maison en ordre, put your own house in order. Et ça, je pense que c'est important pour peser dans le monde. Sur la Turquie et l'immigration, quel choix avons-nous? Il y a plusieurs millions de Syriens qui sont réfugiés en Turquie. La Turquie, effectivement, utilise ça comme levier, fait parfois du chantage, mais que pouvons-nous faire? Je crois qu'il faut de toute façon traiter ce sujet avec soit des pays de transit, soit des pays d'origine. On ne va pas les accueillir, les mettre dans des camps de rétention. Donc, on est obligé de toute façon de traiter avec des pays tiers. C'est plus ou moins facile. Sur le couple franco-allemand, moi, je pense que le triangle avec le Royaume-Uni et l'Allemagne et la France, et d'ailleurs à l'époque, quand on parlait d'un conseil de sécurité, c'était à ça qu'on songeait avec peut-être un ou deux autres pays, mais des pays en mesure
de décider. C'est quand même le modèle du Conseil de sécurité des Nations Unies avec membres permanents qui sont les membres les plus puissants. Donc maintenant, je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Au passage, comme on n'en a pas parlé, je suis effectivement très, très favorable à la majorité qualifiée. Les Allemands y étaient, la France s'y opposait, le Royaume-Uni s'y sont opposés, considérant que ça nous privait d'un droit de veto. Mais en réalité, ça favorise le blocage des plus petits, au contraire, parce que normalement, un grand pays est capable de susciter des alliés. Alors, l'Allemagne, c'est plus difficile aujourd'hui, effectivement, puisqu'il y a ce fameux couple franco-allemand. Il ne faut pas croire que le couple existe parce qu'on s'entend. Au contraire, c'est parce qu'on part systématiquement de positions opposées qu'une fois qu'on a abouti à une position commune, on espère entraîner, alors pour les Allemands, les pays du Nord, de l'Est, pour nous, les pays du Sud. Donc, de toute façon, le couple est incontournable. Bien sûr qu'il faut travailler avec les autres. On a la chance d'avoir Mario Draghi en ce moment en Italie. Il faut travailler avec les autres pays, c'est évident. Mais encore une fois, je pense qu'on se trompe souvent sur le couple franco-allemand. On pense que c'est une véritable histoire d'amour qui écarte les autres. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de raison et justement de recherche de compromis. Merci beaucoup. Merci de rappeler effectivement que les positions allemandes et françaises ne sont pas toujours évidentes à concilier. Merci beaucoup. Maxime Lefebvre. J'avais enlevé mon micro, j'avais coupé mon micro. Sur les enjeux économiques, bon, Sylvie Berman a raison de rappeler que ça ne suffit pas, mais c'est un fait que l'Union européenne est plus forte sur ce terrain-là, ça c'est évident, parce que voilà, on a des moyens, on a une puissance normative. Ça a été récemment théorisé dans un livre d'une américaine, une professeure américaine, Anu Bradford, qui a parlé de The Brussels Effect. Donc, qui a un vrai effet sur le monde. Hein. On voit toute la puissance du marché unique qui est derrière. Donc, c'est plus facile pour l'Europe de se profiler sur ces sujets-là que dans le domaine de la politique étrangère ou de la défense à proprement parler. C'est quand même la force de la politique commerciale, la politique de concurrence, même dans les domaines où les Européens sont capables de faire des choses ensemble, comme Galileo sur le spatial. Et c'est quand même le gros avantage de ce Fonds européen de défense. C'est quand même un grand progrès, même si on peut estimer que ce n'est pas suffisant de travailler uniquement sur l'industriel, la politique industrielle. Mais c'est vrai que si on arrive à créer un avion européen du futur, si on arrive à créer un char de combat du futur, un drone européen, on aura quand même avancé par rapport à l'éclatement des budgets de défense, par rapport à l'éclatement des dépenses militaires européennes. Donc oui, il faut jouer à fond la carte de la géoéconomie, il faut se baser là-dessus pour essayer de jouer ensuite, à partir de ça, un rôle aussi en matière politique et en matière de défense. Sur la Turquie et les réfugiés, je n'ajoute rien à ce que vient de dire de façon très pertinente Sylvie Berman. Sur le franco-allemand, la complexité dans laquelle on se retrouve, c'est que les Anglais étant sortis de l'Union européenne, on a maintenant une contradiction, c'est-à-dire que si on continue à faire du E3, comme on l'a très bien fait dans la négociation avec l'Iran, ça pose un problème par rapport à l'Union européenne, à la gouvernance européenne, parce que du coup, on donne l'impression que la France et l'Allemagne se coordonnent avec un acteur extérieur à l'Europe pour imposer des positions de l'extérieur aux autres. Donc, ça pose un problème de légitimité de ce format. Et inversement, la France et l'Allemagne toutes seules, est-ce qu'elles seront suffisantes? Est-ce qu'elles auront une capacité d'entraînement, y compris pour affirmer des positions qui seraient différentes par rapport aux États-Unis, dans l'OTAN, à l'intérieur du Quad, qui associe aussi le Royaume-Uni? Alors, on parle parfois d'un triangle France-Allemagne-Italie, ou alors de faire un format France-Allemagne-Italie plus Espagne, plus Pologne. Voilà, tout ça n'est pas du tout stabilisé en réalité aujourd'hui dans la pratique diplomatique, et on est dans une situation quand même complexe qui est l'héritage du Brexit. Donc, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'Europe sans la France et l'Allemagne. Ça, c'est clair qu'il faut surmonter nos différences, mais il faut aussi créer une espèce de locomotive, de force d'entraînement, et ça peut passer que par Paris et Berlin, mais comme on dit, le moteur est nécessaire mais non suffisant.
Pardon, merci beaucoup. Et enfin, Frédéric Moreau, je vous passe la parole. Merci, Edouard. Sur l'importance de l'économie dans la définition de la géopolitique, oui, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. Et s'il y a bien un enseignement qu'on doit tirer des années Trump, c'est qu'il y a une menace existentielle sur la puissance économique de l'Union européenne si elle n'est pas capable d'assurer sa propre protection. Si Trump a bien fait quelque chose, c'est de décompartimentaliser les questions de défense des questions commerciales. Il a utilisé sa force dans les questions de défense vis-à-vis des Européens pour obtenir des avantages qu'il n'était pas en mesure d'obtenir sur le plan commercial. Quand il dit aux Allemands, maintenant vous arrêtez de vendre des BMW aux États-Unis, sinon j'enlève mes soldats américains d'Allemagne, ce qu'il a fait du reste, eh bien, il décompartimentalise. Et donc, il pose une question existentielle à l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne peut être capable d'exister en tant que telle si elle n'est pas capable de se défendre ? Et ça, c'est une question sur laquelle on doit réfléchir, parce que quand on délègue sa protection à d'autres, eh bien, fatalement, il y a un coût et il y a un prix à ça. L'existence de cette puissance économique européenne dérange. Elle dérange pas seulement les États-Unis, elle dérange la Russie, et elle dérange la Chine, qui préfère traiter évidemment avec des États européens individuellement. Poutine préfère traiter avec l'Allemagne pris individuellement plutôt qu'avec l'Union européenne ou avec la France, etc. Donc c'est vraiment, il faut être capable de tisser ensemble tous ces fils de l'indépendance que je décrivais tout à l'heure. Deuxième observation sur la relation franco-allemande. D'abord, elle ne doit pas être exclusive. Elle doit pas. Il y a d'autres pays en Europe sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer, notamment l'Espagne, notamment l'Italie, mais pas seulement, l'Estonie, la Finlande, et pourquoi pas la Pologne, qui elle aussi ne va pas rester indéfiniment avec le gouvernement qu'elle a. Je suis tout à fait d'accord avec Maxime Lefebvre pour dire qu'en revanche, il faut arrêter le 3 avec le Royaume-Uni, parce qu'il y a une question de légitimité, et Maxime Lefebvre a très très bien décrit ça, je n'y reviens pas. En revanche, dans notre relation avec l'Allemagne, je crois qu'il faut être capable de mieux investir, d'abord de mieux comprendre les Allemands, on ne les comprend pas, et on ne fait pas d'efforts suffisants, à mon avis, pour les comprendre. Hein. On a des systèmes politiques très différents, qui fonctionnent très différemment. Je crois qu'on n'investit pas assez dans notre puissance diplomatique vis-à-vis de l'Allemagne. Bon. Je crois que les Allemands sont prêts à des dialogues francs et pas des dialogues contournés. Il ne faut pas essayer de monter des manœuvres avec les uns et avec les autres. Quand on n'est pas d'accord avec eux, il faut le dire. Et je pense que les Allemands respectent ça. Bon. Si on n'est pas d'accord, je prends un exemple parmi tant d'autres, sur les avions de patrouille maritime. Bon. Je lisais la Tribune aujourd'hui, et alors ils tirent à boulet rouge, évidemment, sur le fait que l'Allemagne nous a fait un enfant dans le dos, elle a acheté des avions de patrouille maritime américaines, alors qu'elle avait promis un programme avec les Français. Bon. Mais si on veut savoir le fond des choses, il faut demander aux Allemands ce qu'il en est. Et puis il faut leur dire, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne nous avez pas prévenus? Est-ce que vous remettez en cause le programme? Je crois que les Allemands sont francs, comme le peuple dont on tire notre propre nom, du reste. Et il ne faut pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat avec eux et de dire, mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas le faire en public. Il ne faut pas exposer le linge sale sur la place publique, mais il faut être capable d'avoir un dialogue plus direct, sans affect, avec nos amis et nos frères allemands. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Moreau. Il est 20h passé de 4 minutes. Et je pense que finir sur cet appel au dialogue franc entre Européens, entre frères européens, est une belle façon de finir cet événement. Je voudrais vous remercier tous les trois pour votre présence, pour votre contribution. Je voudrais remercier aussi les participants qui étaient nombreux ce soir pour parler de sujets européens dont on dit qu'ils n'intéressent pas grand monde, mais dont votre présence prouve l'exact contraire.
Et je voudrais vous rappeler une dernière fois que vous pouvez trouver du coup le nouveau numéro de la revue internationale et stratégique sur le site de l'IRIS. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour reparler de questions européennes.